Bonjour à tous et bienvenue pour ce Facebook Live en direct du Muséum d'Histoire naturelle de Genève et plus particulièrement dans l'exposition Trésor qui a pour but de montrer des pièces particulièrement précieuses de nos collections au muséum. Alors le Muséum d'Histoire naturelle, il est organisé en deux parties. Une partie pour le public que vous pouvez visiter quand vous en avez envie et qui présente, qui se veut être une représentation de la diversité du monde vivant qu'on peut trouver à travers le monde. Et puis il y a une autre partie qui est un petit peu moins connue, qui est la partie recherche, et qui, elle, regroupe des chercheurs, dont je fais partie, et une immense collection d'organismes, de vertébrés et d'invertébrés. On viendra un petit peu plus en détail sur l'ampleur des collections et la richesse des collections que nous avons ici au muséum. Alors, je vais me présenter un petit peu plus. Donc, moi, je suis Jérémy Gauthier. Je suis actuellement postdoctorant au Muséum d'Histoire naturelle. Et donc, je suis chercheur. Et ma particularité, c'est que je suis plutôt généticien. Donc, mon travail, c'est plutôt d'étudier la génétique des animaux en utilisant la richesse des collections que nous avons ici au muséum. Alors, comme je vous l'ai dit, l'exposition Trésor, c'est un petit peu la quintessence des échantillons précieux que nous avons au muséum. Et tous ces échantillons ont été regroupés dans un livre que vous pouvez trouver à la boutique du muséum. Et donc voici un petit exemple, par exemple de ce qu'on peut trouver comme boîte ici dans l'exposition Trésor. Donc c'est une boîte avec des échantillons, des petits coléoptères, et rien que dans cette boîte, ils sont vraiment tout petits, rien que dans cette boîte, il y a déjà 900 échantillons bien organisés et bien rangés dans cette boîte. Alors ça c'est très important. Il faut savoir que nos échantillons au muséum, pour chacun des échantillons, on essaye au maximum d'avoir évidemment une identification de l'espèce, mais également des informations autres qui vont être, on va en discuter un petit peu après, qui vont être très importantes pour les études qu'on peut mener sur ces échantillons dans un deuxième temps. Donc les autres informations qu'on peut avoir, c'est évidemment la date de prélèvement, mais également l'endroit, la localité ou le pays dans lequel ces échantillons ont été prélevés. Alors voilà, là on voit un petit peu mieux l'ampleur et le nombre de petits échantillons qu'il y a dans cette boîte. Et il faut savoir que dans le muséum, des boîtes comme ça, on en a vraiment des milliers. Et dans la partie recherche, et au total, on estime que dans le muséum, il y a environ 15 millions d'échantillons d'organismes divers, d'insectes, de parasites, de mammifères. En tout, on estime 15 millions d'échantillons. Alors comme je vous l'ai dit, moi ma spécialité c'est plutôt la génétique. Et donc pour faire de la génétique, il faut avoir accès à l'information génétique de ces échantillons. Et, et réussir à extraire de l'ADN de ces échantillons. Alors l'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, c'est une molécule qu'il y a dans les cellules des organismes et qui porte l'information des organismes. Alors, réussir à extraire de l'ADN des échantillons de collection, c'est un petit peu compliqué parce qu'une fois que l'organisme est mort, eh bien, au fur et à mesure, l'ADN va se dégrader, va se fragmenter et au fur et à mesure disparaître. C'est pour ça qu'on n'arrivera jamais, ou alors que dans les films, à extraire de l'ADN de dinosaures. Parce que cet ADN est beaucoup trop ancien et il a complètement disparu dans les échantillons de dinosaures qu'on peut obtenir. Mais on arrive tout de même à extraire de l'ADN quand il est très bien conservé. Et par exemple, l'organisme pour lequel on a réussi à avoir l'ADN le plus ancien, c'est un mammouth qui vient de Sibérie. Et ce mammouth date de 1,2 million d'années. Mais ce mammouth était dans des conditions bien particulières. Il était congelé dans le permafrost, comme dans un congélateur, ce qui fait que, comme on le sait, ça conserve vraiment bien ce qu'il y a dedans, et donc l'ADN était vraiment bien conservé. Donc on essaye d'utiliser le même type de méthode pour extraire de l'ADN de nos échantillons de collection. Et là, sur le tube qu'on peut voir juste ici, eh bien, c'est un exemple d'ADN qui a été extrait. Donc on voit dans le tube, dans le fond, il y a un petit, ce qu'on appelle un précipitat. Eh bien, c'est l'ADN d'un organisme qu'on a extrait.
Alors pour l'extraire, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué, il faut suivre tout un protocole chimique. Déjà, il faut récupérer sur l'échantillon de collection une petite partie. On essaye de détruire, de dégrader le moins l'organisme qu'on essaye d'étudier. Donc souvent, on prend une pâte ou un élément qui n'est pas très important. Et puis, on va d'abord broyer cet échantillon pour faire éclater les cellules et faire ressortir l'ADN qu'il y a dans ces cellules. Donc tout ça, c'est un gros traitement de laboratoire qu'on fait ici au muséum dans la partie recherche. Et puis ensuite, on arrive à précipiter l'ADN, à récupérer l'ADN. Et c'est cet ADN qu'on va utiliser pour nos analyses ultérieures. Là, on voit très bien le petit précipité d'ADN au fond du tube. Mais là, en l'occurrence, pour le moment, on a seulement la molécule de manière chimique, quoi. On n'a pas encore l'information qu'il y a à l'intérieur de cet ADN. Et donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle un séquenceur. On en entend beaucoup parler actuellement avec le Covid parce qu'on utilise un peu le même type d'outils pour séquencer l'ADN du Covid. Eh bien, nous, on utilise exactement les mêmes outils pour séquencer l'ADN de nos échantillons de collection. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, un séquenceur. C'est une grosse machine dans laquelle on met nos échantillons. Et puis, cette machine va lire la molécule d'ADN base après base. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la molécule d'ADN ? Eh bien, la molécule d'ADN, elle est constituée de 4 bases. C'est une très longue molécule qui est constituée de 4 bases, A, T, C et G. Et des bases comme ça, il y en a vraiment des millions. Il y en a des millions qui se suivent. Et en fait, quand on séquence l'ADN avec cette machine-là, on obtient l'enchaînement des A, T et C et G, et sur un très grand nombre de bases. Ce qui fait qu'à la fin, ce qu'on obtient, c'est, pour chaque organisme, c'est l'équivalent d'un dictionnaire, comme celui-ci, ou souvent même plus, mais au lieu que ce soit des lettres comme nos lettres de l'alphabet, eh bien c'est seulement des A, des T, des C et des G. Alors pourquoi il est intéressant l'ADN ? Eh bien c'est parce que cet enchaînement de A, T, C et G, dans nos cellules, va en quelque sorte former des mots qu'on appelle des gènes, et qui sont vraiment, qui portent exactement l'information de ce qui fait que nous sommes nous, ce qui fait que nous sommes humains, ce qui fait qu'une tortue est une tortue, une grenouille, et ainsi de suite. Et donc, en regardant, en étudiant ces gènes, on peut trouver ce qui fait qu'on est une tortue, mais aussi entre des humains, entre moi et un de mes collègues avec qui je travaille, eh bien, même si nous sommes tous les deux des humains, il y a des petites variations, on appelle ça des variations génétiques, entre ces A, T, C et G. Et ces petites variations génétiques vont faire les différences qu'on voit entre deux, parce que dans les gènes, il y a les gènes qui codent pour la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Et donc tout mon travail, c'est de séquencer et d'extraire de l'ADN de différentes espèces ou de différents individus et de comparer les dictionnaires entre ces différentes espèces ou différents individus. Et donc là, on se rend compte que ça représente quand même beaucoup de travail. Il y a beaucoup de lettres à comparer. Il faut comparer vraiment les deux un à un entre ces deux espèces ou ces deux individus. Et donc pour cela, on utilise des outils de bioinformatique. Et donc c'est un petit peu ma spécialité de l'analyse bioinformatique de l'équivalent de ces dictionnaires qui sont en fait les séquences ADN de nos organismes. Et donc comme je l'ai dit, quand on compare l'ADN de deux organismes, toutes ces bases, on peut trouver des petites différences à différentes échelles. Et une des échelles à laquelle on travaille, c'est la comparaison entre différentes espèces. Donc quand on compare deux espèces, l'ADN de deux espèces, on observe des différences. Et si ces espèces sont proches, si l'ancêtre commun, si elles ont divergé, par exemple entre nous et le chimpanzé, mais c'est le cas aussi pour d'autres organismes, si ces deux espèces sont proches, on voit qu'entre nous et le chimpanzé, on est relativement proches, on est des primates, on se ressemble beaucoup, eh bien les différences d'ADN vont être peu fréquentes, il n'y en aura pas beaucoup. Alors que si on compare
nos séquences d'ADN à des espèces beaucoup plus éloignées, si on compare nous à une baleine par exemple, eh bien il y aura beaucoup plus de différences dans les séquences d'ADN. Et en utilisant ces différences, on peut reconstruire ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Alors c'est ce qu'on voit ici, pour le moment ça peut paraître un petit peu complexe, mais on va regarder en détail quelles informations on peut sortir de ces arbres phylogénétiques et qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi ils nous aident à comprendre les mécanismes évolutifs et comment se forment la diversité et la biodiversité, comment se sont créées de nouvelles espèces pour arriver à ce qu'on observe actuellement. Alors voilà cet arbre, il est un petit peu schématique. Il faut imaginer que chaque branche qu'on voit est en fait une espèce qu'on a séquencée et pour laquelle on a analysé l'ADN. Alors ensuite, sur cet arbre, reflète les liens de phylogénie entre différentes espèces. Les espèces qui seront proches sur la même branche eh bien, seront proches génétiquement les unes des autres. Et donc, avec l'analyse de cet arbre, on peut comprendre beaucoup de choses sur comment se sont créées de nouvelles espèces. Par exemple, si on observe que dans une branche en particulier, eh bien, toutes les espèces viennent d'un seul et même continent, eh bien, on a de fortes hypothèses que ce groupe-là, ces espèces-là, se sont formées, sont apparues sur ce continent-là. A l'inverse, d'une autre manière, on peut aussi également afficher sur ce type d'arbre phylogénétique des hôtes, des plantes hôtes. Par exemple, si c'est des coléoptères, ils peuvent se nourrir de différentes espèces de plantes. Eh bien, en regardant la structure de l'arbre phylogénétique, on peut comprendre à quel moment certains insectes ont attaqué telle plante au cours de l'évolution et au cours des derniers milliers d'années. Et puis, cet arbre, il est aussi très intéressant parce que dans la dernière partie de l'arbre phylogénétique, eh bien, il y a une espèce qui nous intéresse particulièrement, qui est l'espèce Aplothorax, qui est une espèce qui est ici, présente dans l'exposition Trésor, et qui est une espèce de carabe endémique de l'île de Sainte-Hélène. L'île de Sainte-Hélène, c'est une petite île perdue au milieu de l'océan, et cette espèce, elle ne vit que sur cette île. Mais malheureusement, à cause en partie des activités anthropiques, des activités de l'homme, eh bien cette espèce a disparu. Les dernières fois qu'elle a pu être identifiée, c'était dans les années 60, et depuis, elle n'a jamais été retrouvée. Mais par chance, dans nos collections, nous avions des échantillons, nous avions certains spécimens de cette espèce qui a maintenant disparu. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les collections peuvent être importantes pour comprendre l'évolution de la diversité et peuvent être un témoignage de la diversité. Parce qu'on voit que cette espèce qui maintenant n'existe plus dans la nature, eh bien nous l'avions dans nos collections et nous pouvons également l'étudier. Et donc cette espèce qui était dans nos collections, on a réussi à extraire de l'ADN et à l'analyser comme je l'ai expliqué précédemment et à l'intégrer dans l'arbre phylogénétique qu'on a vu précédemment, et donc à comprendre à quelles autres espèces elle était associée et en quelque sorte comment cette nouvelle espèce s'était créée sur cette île, sur l'île de Sainte-Hélène. Alors comme ça c'est un exemple de comment on peut analyser les différences entre les organismes à l'échelle phylogénétique, c'est-à-dire entre les espèces, mais au sein des espèces, on peut aussi étudier les différences génétiques entre les individus d'une même espèce. Et donc actuellement, dans mon équipe, nous avons un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle le projet Decline, et qui a pour objectif de retracer, au cours du XXe siècle, l'impact le déclin des espèces des insectes en Europe, et plus particulièrement ici en Suisse. Et donc, maintenant, actuellement, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un déclin des populations d'insectes. Donc ça peut avoir beaucoup d'impact sur les cultures parce qu'on sait que les insectes permettent la pollinisation, ils rendent beaucoup de services à l'humanité et donc le déclin des insectes, c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant.
Et on peut tous un peu s'en rendre compte. On sait très bien qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand on faisait un peu de trajet en voiture, eh bien, on trouvait qu'il y avait plein d'insectes sur son pare-brise qui étaient morts et il fallait régulièrement le nettoyer. Eh bien, maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et ça, c'est le syndrome du pare-brise qui est bien connu et qui reflète vraiment pour le public le déclin des populations d'insectes. Et donc nous, notre objectif, ça va être d'utiliser les collections du muséum pour retracer ce déclin, le déclin des populations d'insectes. Parce qu'il faut savoir que dans le muséum, il y a des échantillons, comme je vous ai dit, vraiment des millions d'échantillons, qui ont été collectés tout au long du XXe siècle. Et donc les échantillons qui ont par exemple été collectés dans les années 1910 ou 1920 et ainsi de suite, eh bien ils portent l'information génétique de la population dans laquelle ils vivaient à ce moment-là. Et donc en étudiant l'ADN de ces échantillons de 1910, eh bien on peut comprendre comment était la population en 1910. Et grâce aux petites différences qu'on voyait dans le dictionnaire, dans l'ADN que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, en fonction du nombre de différences, avec des modèles mathématiques, il est possible d'estimer quelle était la diversité génétique et donc la taille des populations en 1910. Et donc grâce à ces échantillons de collection, on peut avoir une idée de combien il y avait d'insectes et de l'ampleur des insectes au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que dans nos collections, comme je vous l'ai dit au départ, il y a un élément qui est très important, c'est que pour chaque échantillon, il y a une petite étiquette. Et sur ces étiquettes, il y a l'endroit où ils ont été prélevés. Voilà, là on peut voir des étiquettes pour 2 échantillons qui viennent de Suisse. Et donc on peut voir l'endroit où ils ont été prélevés et surtout la date. Et donc en utilisant cette information de la date et en extrayant l'ADN de ces échantillons qui correspondent à cette date, on peut estimer les tailles de population à ce moment-là et ainsi vraiment voir concrètement le déclin des populations d'insectes au cours du XXe siècle. Donc ça, c'est un autre exemple d'application que permettent la richesse des collections du muséum. Je sais pas. On a quel... Alors, j'ai une question. Oui, n'hésitez pas. Est-ce que ces nouvelles, le fait que maintenant on puisse étudier l'ADN des espèces, est-ce qu'on a pu différencier de nouvelles espèces qu'auparavant on croyait n'être qu'une en fait? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est une des plus-values également des approches de génétique et du fait d'avoir de l'information génétique, c'est que parfois, pour certaines espèces, eh bien, morphologiquement, elles sont extrêmement proches, elles se ressemblent beaucoup. Et ce qui fait que morphologiquement, visuellement, même sur des critères très, très fins comme ceux qui sont utilisés par nos taxonomistes ici au muséum, eh bien, il est difficile de différencier 2 espèces. Alors que grâce à l'information de la génétique, grâce aux différences dans l'ADN, eh bien, ça peut permettre de différencier 2 espèces et donc de créer, de découvrir de nouvelles espèces. Et une autre question, je crois que tout le monde se pose après avoir vu Jurassic Park. Est-ce qu'on peut vraiment recréer, on pourrait recréer des espèces disparues? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme je l'ai dit, évidemment, les dinosaures, ils sont beaucoup trop anciens et l'ADN est complètement dégradé. Mais la question peut se poser dans le cadre du mammouth, par exemple. Parce qu'on arrive maintenant vraiment à avoir beaucoup d'ADN de mammouth. Le problème, c'est que cet ADN, souvent, il est fragmenté. Donc, il faudrait vraiment le reconstruire, etc. Et puis, si on pouvait créer une cellule avec du mammouth, déjà, il nous manque certaines parties. Il y a des parties qui sont très difficiles à séquencer, qui sont très complexes. Et puis après, il faudrait pouvoir la faire se développer et on n'a aucune méthode pour la faire se développer en laboratoire. Donc, je sais qu'il y a des projets qui ont un peu pour objectif utopique de recréer des mammouths, mais je pense que dans l'immédiat, c'est encore plutôt de la science-fiction. Merci.
Alors si on a encore un petit peu de temps, moi je peux également vous parler d'un autre échantillon qu'il y a ici dans la collection, qui est un Heliconius, qui est une espèce sur laquelle j'ai travaillé avant d'arriver ici, qui est ici à droite, ce papillon. Et donc ce papillon, il est très étudié par la communauté scientifique internationale, plusieurs espèces de ce papillon, parce qu'ils ont des couleurs des ailes bien particulières et deux individus de la même espèce vont avoir des grosses différences dans leur couleur des ailes pour essayer de ressembler aux papillons qui sont déjà sur place et qui arrivent à échapper aux prédateurs. Parce que certains de ces papillons sont toxiques et donc les oiseaux les goûtent et une fois qu'ils savent qu'ils sont toxiques, ils ne vont pas y retourner. Donc pour les autres papillons, il est intéressant d'essayer d'avoir les mêmes couleurs que ceux qui sont toxiques, comme ça ils évitent la prédation. Et là encore, en extrayant l'ADN de ces papillons et de différentes espèces, on peut comprendre comment se forment, comment se créent les couleurs des papillons, les formes sur les papillons et la diversité des papillons qu'on peut observer dans la nature, dans nos régions, mais également dans d'autres régions tropicales. Parce que ces papillons sont tropicaux. Voilà, j'espère vous avoir fait un bel aperçu de la richesse des collections du muséum et en quoi elles étaient vraiment essentielles pour la recherche que nous effectuons et pour la compréhension des mécanismes de l'évolution plus globalement avec différents exemples à différentes échelles évolutives. Merci à tous pour avoir suivi ce Facebook Live. J'espère qu'il n'a pas été trop complexe et que vous avez bien réussi à suivre. Merci beaucoup, à une prochaine fois.